Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans cette vidéo, nous vous proposons un tour de jardin pour vous montrer une sélection de plantes que l'on trouve facilement en ce moment. Car le mois d'avril est en plein dans la saison reine pour les plantes sauvages comestibles. Et c'est un excellent moment pour la cueillette et pour la reconnaissance, car il est possible d'en trouver en abondance. Au passage, nous évoquerons les très nombreux intérêts que peuvent avoir les plantes sauvages comestibles, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est l'occasion de fêter l'anniversaire de Destination Bonheur, car aujourd'hui ça fait 3 ans que nous avons démarré la chaîne. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à nous suivre, et même de plus en plus nombreux. Nous sommes également heureux de tous les échanges intéressants et bienveillants, parfois même drôles, que vous postez dans les commentaires de nos vidéos. C'est toujours très riche et intéressant. Et nous sommes heureux de toutes les personnes que ça nous a permis de rencontrer. Alors, merci à tous et également merci du fond du cœur à ceux qui nous soutiennent avec le financement participatif sur Tipeee. On commence par les intérêts des plantes sauvages comestibles. Pour nous, c'est avant tout du plaisir. C'est le plaisir d'être dehors, de se promener, d'être en contact avec la nature. C'est la beauté et la variété de ses formes, de ses couleurs. C'est le plaisir de profiter de ce que la nature nous offre généreusement. Et ce sont des goûts que l'on apprécie de plus en plus. Pour nous, rien ne vaut le goût d'une salade sauvage. C'est une façon de se connecter à la nature, de ressentir la vie, la beauté, la générosité et la joie qui l'habite. C'est sans doute une des meilleures façons d'aborder l'écologie, car cette beauté et cette abondance nous invitent à respecter la nature, à en prendre soin, à laisser pousser toutes les plantes spontanées, à comprendre que chacune a sa place dans l'écosystème. Ça nous donne envie de préserver la nature. En plus, il n'y a aucun déchet d'emballage avec les plantes sauvages, et comme elles sont cueillies localement, il n'y a pas de transport non plus, donc aucune pollution générée. C'est aussi une excellente transition entre le potager d'hiver et le potager d'été. Le mois d'avril est relativement creux au potager, et c'est justement le moment où foisonnent littéralement les plantes sauvages comestibles. Est-ce vraiment par hasard ? Ce sont encore des ressources disponibles gratuitement qui ne demandent aucun effort si ce n'est celui d'apprendre à reconnaître les plantes et à les aimer. C'est donc une très bonne source d'économie. En plus, elles sont excellentes pour notre santé. Non seulement elles poussent dans des milieux vivants, ce qui leur permet d'avoir un contenu micronutritionnel très riche, avec beaucoup de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, mais elles contiennent aussi de nombreuses substances médicinales qui permettent au corps de se nettoyer et de se régénérer. Inutile d'acheter des tisanes detox si nous consommons des plantes sauvages comestibles. Il est d'ailleurs possible de faire bien plus que de la détox, car certaines sont utiles pour soigner des maladies chroniques ou des maladies virales. Elles sont donc un fabuleux outil d'autonomie, non seulement alimentaire, puisqu'elles sont disponibles partout, mais aussi d'autonomie santé, comme on vient de l'évoquer. C'est encore une ressource importante pour nos poulettes, nos abeilles ou pour les animaux en général. Et c'est pour toutes ces raisons que nous aimons énormément les plantes sauvages comestibles et que nous sommes heureux de fêter les 3 ans de notre chaîne avec ce sujet. L'emblème de notre chaîne est d'ailleurs une fleur de pissenlit dont les graines s'envolent au vent, symbole à la fois de nature et de connaissance. La potentière rampante est une plante dont les feuilles ressemblent un peu à des feuilles de cannabis avec ses nervures palmées et ses 5 ou 7 folioles dentées. Mais elle reste au ras du sol et comme les fraises, elle fait des stolons et se replante un peu plus loin, de stolon en stolon. Donc elle fait des fleurs jaunes à 5 pétales, comme les fleurs de la famille des rosacées dont elle fait partie. C'est une famille qui comprend notamment les fraises, les ronces, les cerisiers ou encore les pruniers par exemple. Elle est assez envahissante dans les potagers qu'elle affectionne, mais plutôt que les arracher, autant en profiter pour la consommer car elle est délicieuse en salade. Elle est très tendre et sans amertume. Il faut par contre la consommer avant la floraison car ensuite elle produit des substances qui sont un peu agressives pour nous.
Nous avons déjà présenté le laitron et nous l'aimons beaucoup car il est très répandu dans les jardins. Il est grand, ce qui permet de récolter très rapidement de quoi faire une bonne salade. Son goût est agréable avec une amertume mais légère et une texture qui est agréable. Donc ici c'est le potager, mais des laitrons y ont poussé spontanément. Bien sûr, quand c'est le cas, on les laisse pousser. Alors, deux variétés de laitrons ont poussé. Le laitron maraîcher, qui a poussé un peu plus loin, mais que pour les besoins techniques, j'ai ramené ici, pour les besoins de la prise de vue. Et le laitron rude, qui est juste à côté, qu'on pourrait presque confondre avec un chardon, mais de loin uniquement, car ses feuilles, bien que hérissées de petites pointes, restent suffisamment tendres pour pouvoir les manger sans que les pointes ne soient désagréables. Ouais. On reconnaît le laitron à 3 éléments caractéristiques que je vais vous montrer sur le laitron maraîcher que j'ai déjà coupé. D'abord sa tige creuse et hexagonale avec du lait. Donc le nom, le laitron, vient d'ailleurs du lait et c'est un cousin de la laitue qui en fait aussi. Ensuite, ses feuilles glabres, c'est-à-dire sans poils, qui lui donnent justement cette texture agréable. Elles peuvent avoir des formes très variées. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les feuilles du laitron maraîcher et celles du laitron rude. Mais elles sont toujours glabres, avec une texture très tendre. Et enfin, le fait que les feuilles soient engainantes, c'est-à-dire qu'elles prennent autour de la tige. On voit comme des petites ailettes qui dépassent de part et d'autre de la tige. Donc ça se voit surtout quand le laitron est grand et que les feuilles sont grandes. Donc c'est une plante de la famille des Astéracées, donc anciennement nommée des composés, car elle fait des inflorescences jaunes. Chaque inflorescence ressemble à une fleur, mais contient en réalité de nombreuses fleurs. Et c'est la même famille que les pissenlits par exemple. Mais on le distingue du pissenlit par le fait que les laitrons ont une tige ramifiée avec des feuilles, alors que la tige du pissenlit porte uniquement la fleur et pas de feuilles. Les vesses sont des plantes annuelles qui sont grimpantes. Leurs feuilles sont composées de plein de toutes petites folioles qui sont opposées et qui sont terminées, juste au bout, par de petites vrilles qui leur permettent de s'accrocher aux autres plantes. Donc elles font des inflorescences en grappes avec de nombreuses fleurs violettes. Ce sont des fleurs de la famille des Fabacées, comme les petits pois dont elle est la cousine. On le voit à ces fleurs en forme de carène de bateau et à ces gousses qui sont comme des petits pois mais en plus petits. Donc toute la plante est comestible. Elle est sans amertume et rappelle le goût des petits pois. Pour les salades, il est préférable de cueillir seulement les jeunes feuilles car les tiges sont trop ligneuses. Mais avec un extracteur de jus, il est facile de tout utiliser. Une fois qu'elles sont en graines, on peut ouvrir les gousses et consommer les petits pois. Mais ils sont tout petits, c'est plus le plaisir de grignoter car il en faudrait vraiment beaucoup pour faire un plat complet. Les crépis sont des plantes de la famille des Astéracées, c'est-à-dire anciennement nommées les composés, comme les pissenlits. Il s'agit d'une très large famille de plantes qui est très fréquente dans les jardins. Elles ont des fleurs jaunes composées qui, une fois en graines, partent en parachute. Dans le pissenlit, ces graines sont disposées selon une sphère, alors que sur les crépis, elles sont disposées en cône, un peu comme pour les laitues qui sont d'ailleurs aussi de la même famille. Donc on distingue les crépis du pissenlit au fait qu'ils ont des tiges ramifiées et à leurs tiges qui sont striées. Les feuilles sont souvent très découpées, je vais vous en prendre une. Donc comme celle du pissenlit, mais à la différence du pissenlit, ce sont des feuilles qui sont velues. La texture des feuilles reste tout de même assez douce et assez souple. Donc si vous cueillez des feuilles avec une texture rêche, attention, il ne s'agit pas d'un crépi. Et il peut également y avoir une confusion possible avec le sénesson, j'ai pris ici, qui est toxique et qui a des feuilles globalement plus petites et dont les lobes sont comme recroquevillés ou froissés. Le sénesson est cette plante jaune que les chevaux ne consomment pas. Donc les chevaux ne le consomment pas, c'est pas bon pour nous.
L'Elaenius est plus un arbuste d'ornement que réellement une plante sauvage, mais il est intéressant de le mentionner car il est extrêmement répandu dans les haies et surtout parce qu'il produit des petits fruits comestibles entre mi-mars et fin avril selon les variétés. C'est à ma connaissance le seul fruit qui arrive à maturité en ce moment. Hop. Donc c'est un petit fruit rouge piqueté de points blancs avec un noyau blanc strié. Quand il est à maturité, il est délicieux, sucré, acidulé et plein de vitamines. Si vous trouvez qu'il a un goût astringent et peu sucré, alors c'est qu'il n'est pas assez mûr. Dans ce cas-là, il faut juste attendre un petit peu. Notez que de loin, on pourrait confondre l'Elaenius avec un fusain qui est tout aussi commun dans les haies, mais qui est surtout très toxique. Mais en fait, les fruits du fusain sont vraiment très différents de ceux de l'Elaenius, et les fruits du fusain arrivent en automne, donc peu de chances de se tromper. Si c'est entre mi-mars et fin avril, vous êtes certain que c'est un Elaenius. Donc il y a plusieurs variétés d'Elaenius. Ici, c'est un Elaenius Elbingi, mais vous en trouvez d'autres. Et donc la plupart font leurs fruits à cette saison. Mais il y en a quelques autres, comme par exemple l'Elaenius multiflora, qui fait des fruits en automne plutôt. Très bon. Voici maintenant le lierre terrestre, une plante à la fois médicinale et aromatique. J'en profite pour faire une petite dédicace à notre amie Brigitte qui nous en a demandé la description. C'est une plante qui possède des tiges carrées, on le sent en le faisant tourner sous les doigts, qui court au ras du sol et qui refait des racines à chaque nœud, un peu comme des stolons. Donc c'est comme ça qu'elle colonise rapidement des zones où elle forme des tapis entiers. On l'appelle lierre d'ailleurs en référence au fait qu'elle s'étend rapidement. Mais attention à la confusion avec le lierre grimpant qui lui est toxique. Pour faire la différence, il suffit de noter que le lierre terrestre ne se trouve que au sol. Il ne grimpe jamais aux arbres. Donc, au printemps, il développe des tiges verticales d'une vingtaine de centimètres, parfois 30 comme celle-ci, sur lesquelles il va y avoir les fleurs. Ce sont de petites fleurs violettes en forme de trompette avec une lèvre inférieure qui est de la famille des Lamiacées. C'est d'ailleurs une famille dans laquelle on trouve beaucoup d'autres plantes aromatiques comme la menthe, le thym, la sauge ou encore le romarin. Donc c'est une plante très aromatique. En écrasant ou en froissant légèrement les feuilles, on ressent ce parfum très prononcé. Elle ne s'utilise d'ailleurs pas comme un légume, mais comme un aromate. Donc pour des tisanes, pour des salades, ou des plats salés comme des quiches, mais aussi pour des plats sucrés comme des glaces, des crèmes brûlées ou des salades de fruits qu'elle parfume énormément. Et c'est une plante médicinale très intéressante. C'est une plante que l'on peut qualifier d'adaptogène car elle va soutenir tout le corps en cas de maladie. Elle est anti-inflammatoire, antibiotique, antidouleur, tonique, régulatrice du métabolisme et de l'estomac, détoxifiant des métaux lourds. Donc elle a un usage très large. On l'utilise plus particulièrement pour les problèmes de la sphère ORL, mais elle est intéressante aussi pour soutenir le corps en cas de maladie virale ou de maladie chronique. Et elle peut être utilisée à l'extérieur pour soigner des plaies ou des maladies de peau. Bref, c'est une plante formidable. Comme le lierre terrestre, la mélisse est une plante aromatique de la famille des Lamiacées, donc avec des petites fleurs en forme de trompette avec une lèvre inférieure. Donc pour le moment, elle n'est pas en fleurs, mais on la reconnaît facilement grâce à son odeur citronnée quand on la froisse. On l'appelle d'ailleurs couramment citronnelle, même si ce n'est pas son vrai nom. Elle forme des touffes et elle possède des tiges carrées qu'on sent très bien quand on la fait rouler sous les doigts. Ses feuilles sont très tendres et sont d'un vert qui lui aussi est très tendre également. La mélisse parfume les plats et les salades et fait une excellente tisane à la fois digestive et apaisante. C'est une plante aussi que les abeilles affectionnent et que l'on peut utiliser pour attirer les essaims dans les ruchettes, car le mois d'avril, c'est aussi le moment de l'essaimage pour les abeilles. Le tilleul n'a pas encore ses feuilles, mais il va les sortir dans les prochains jours. C'est un arbre très intéressant car c'est un arbre dont on peut manger le feuillage et c'est une ressource énorme. Bien sûr, celui-ci est tout petit parce qu'il n'a que 2 ans,
Mais les tilleuls, c'est un arbre qui devient très grand et il y a du feuillage, on peut en manger, mais pour tous les jours, pendant toute une saison si on veut. Donc si vous avez l'occasion, je vous encourage à goûter ces feuilles en salade. Elles sont très tendres, elles sont délicieuses. Et si vous voulez avoir plus de détails sur le tilleul, nous avons déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Nous espérons que cette vidéo vous donnera un aperçu de ce qu'il est possible de récolter au mois d'avril. La cueillette, c'est vraiment un moment de joie à consommer sans modération. Donc gardez en tête que ce n'est qu'un petit aperçu, parce qu'en ce moment, il y en a énormément. Il y en a partout. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à proximité de Toulouse, nous organisons régulièrement des sorties à la découverte des plantes sauvages et comestibles. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails sur notre site web destinationbonheur.org où on met le lien également sous la vidéo. Nous vous souhaitons le bonheur de profiter de la beauté et de la générosité de la nature. Et nous vous disons À bientôt. à très bientôt.